Cette émission s'adresse à un public averti. Doc Mayou et José Arsenault. Au réseau Cogeco, vous écoutez Doc Mayou et José. Avec le Doc et José Arsenault. Bonjour tout le monde. Bienvenue dans l'émission Le Doc Mayou et José. Bonjour Doc. Madame Arsenault, bon matin. J'ai eu 20 cm de neige, moi, hier, finalement. Ah oui? Je dirais. Il a neigé vraiment beaucoup. Et autant j'étais découragée le matin là, quand on annonçait toute cette neige-là qui allait tomber sur le sol. Autant quand j'ai regardé les nouvelles puis je voyais Montréal, l'Outaouais, pluie verglaçante, les accidents, manque d'électricité, j'ai appris à renouer avec mon amour de la neige. Oui. Alors, quand je me suis comparée, je me suis vraiment sentie bien. Consolée. Consolée, c'est ça. Quand on se regarde, on se désole. Lorsqu'on se compare, on se console. Puis vous, ça a bien été? Ben écoute, tempête, mais effectivement, beaucoup mieux que du verglas. Définitivement. À partir de Trois-Rivières jusqu'à Québec et vers le bas du fleuve, c'est neige au lieu de verglas, pluie verglaçante. Et nous avons été chanceux. Oui, exactement. Aujourd'hui, dans l'émission, c'est une demande spéciale d'une auditrice que je ne nommerai pas, c'est pas nécessaire, parce qu'elle dit, j'aimerais vraiment ça, que vous fassiez une émission sur les enfants qui grandissent en étant les parents de leurs parents. Oui. J'ai trouvé un beau terme, là, super beau mot qui dit, on appelle ça la parentification. Vous, ces mots-là, vous n'aimez pas ça, hein? Oui, ben c'est probablement un néologisme. Et ben c'est utilisé dans des études françaises, la parentification, ou encore relation d'accaparement. Ça, c'est quand le parent accapare l'enfant de ses problèmes. Se confie à lui. Ça, je sais que c'est un thème que vous vouliez aborder. Ça va être le temps aujourd'hui. Et également, on parle d'enfants béquilles. Quand l'enfant devient le thérapeute de ses parents. Très bien dit, très bien dit. J'ai fait mes recherches, là. Je travaille, là. Pendant que vous placotez, là. Et aujourd'hui, on veut savoir si vous l'avez vécu comme enfant. Et on va faire vraiment une spécificité, là. On parle pas des dents naturelles aujourd'hui. On parle pas des gens qui ont 50 ans puis qui s'occupent de leur vieux père ou vieille mère. On parle vraiment de l'enfant qui a été kidnappé, que son enfance a été kidnappée par ses parents. Oui. Il y aurait, suite à ça, des répercussions dans la vie adulte. Et je vais vous entendre évidemment là-dessus, c'est vous le spécialiste, mais je peux vous faire part de ce que j'ai trouvé comme information. Premièrement, il y a un très, très gros problème de culpabilité parce que le parent ne serait jamais satisfait. Il va toujours mal. Fait que l'enfant est tout le temps coupable. Ensuite, on dit que l'enfant, il va progressivement perdre confiance en lui, développer une mauvaise estime de soi et se retrouver dans des relations de couple déséquilibrées. Il y aurait tendance, exemple, le jeune homme, rendu adulte, à avoir le pattern de se ramasser avec des femmes fragiles. Il est habitué d'aider, lui. Il est habitué dans ce pattern-là. Ça fait-tu du sens à vos yeux? Oui, continuons. Okay, oui, et plus. Et beaucoup plus. Et, c'est ça, ça ferait des gens qui ne sont pas matures émotionnellement et que, c'est ça, on dit qu'ils vont tomber amoureux de gens aussi immatures puis qu'ils vont reproduire le schéma de prise en charge afin de pallier toutes leurs carences comme il n'a cessé de le faire étant enfant. Ça, c'est ma recherche. Oui. Bon, alors parentification, c'est un terme qui est apparu dans un livre français en 1999. Et c'est un néologisme, c'est un mot qui a été inventé. Cassez-vous pas trop le bessic, on va utiliser des termes beaucoup plus faciles à retenir. Inversion de rôle. L'enfant devient le parent, puis le parent se comporte en enfant. J'aime beaucoup aussi l'enfant qui est pris comme une béquille. Oui, l'enfant béquille. J'aime ça, ouais. Oui, l'enfant béquille, inversion de rôle, renversement de rôle, ça va tout être synonyme. Oui. Alors, on va avoir plusieurs expressions là, pour pas se nicher dans un terme parentification. Un peu, là, dans 2 semaines, est-ce qu'on va être capable de s'en rappeler? Tandis que l'inversion de rôle, c'est-à-dire l'enfant de 9 ans, 10 ans, 11 ans, qui reçoit les confidences du parent éploré.
C'est généralement lors des séparations ou lorsque un des deux parents verse dans des mauvaises habitudes de vie. Alcool, drogue. Oui. Alors... Parents dépressifs aussi. Oui. Mais la mère qui est ça. tout le temps couchée. Moi, c'est ça, je lisais, là. Oui. Parents dépressifs, beaucoup moins, parce que les dépressifs parlent peu. Alors que... Oui, au niveau des confidences. Mais par contre, l'enfant, c'est lui qui se ramasse avec des responsabilités dans la maison. Dans les versions drôles, écoute, les impacts que tu as eus n'ont pas tenu compte de la relation édipienne. Non. Ça, c'est votre champ d'intérêt à vous, ça. N'ont pas tenu compte de l'Édipe renversé. Alors, la relation édipienne, c'est l'amour particulier, l'intérêt particulier que vous, un jeune enfant, aux parents de sexe opposé. Bon. Vous n'êtes pas obligé d'y croire. Soyez sans crainte, ça fait partie du développement sexuel usuel chez la plupart des enfants. C'est pas je vous demande pas d'avoir la foi, je vous demande d'observer. Maintenant, c'est Freud qui a amené ça pour la première fois. Mais là où Freud n'est pas allé, c'est comment réagit le parent de sexe opposé à l'intérêt de son enfant. Oh! Aucun psychanalyste, hormis Dietrich, un psychanalyste français, n'a osé aborder frontalement cette question. Tu sais qu'il y a des pères qui cultivent l'intérêt de leur petite princesse pour eux. Et ils vont loin. Il y a des mères qui non seulement s'accaparent le petit mari, le fils, le petit garçon, pour en faire son petit mari, mais vont loin. Et c'est là que, souvent, dans la relation édipienne, lorsque le grand s'écroule en larmes, qu'est-ce qu'il fait? Il regarde autour et va se réfugier dans les bras du tout petit. Se confier. Donc, c'est épouvantable. Ta mère fait quand on parle d'enfants béquilles, de rôle inversé, oui. En bon québécois, ça pourrait aussi, on pourrait demander aux gens, avez-vous été le petit mari de votre mère ou la petite femme de votre père? Ça peut aussi faire partie de notre sujet, c'est ça? Oui, ça va empirer. Et ça fait, c'est comme un canal de communication. C'est comme un canal de communication qui va être assez facilement emprunté. C'est relativement rare qu'un père éploré lors de la séparation, lorsqu'il se fait flusher par sa conjointe, va utiliser son garçon de 10 ans pour se confier. Ça peut arriver, mais dans ma pratique, c'est pas fréquent. Tandis que les mères éplorées ont deux voix, le petit garçon puis la petite fille. Les pères éplorés choisissent la fillette de 9 ans, 10 ans, et écoute, ça va loin. Puis les mères choisissent les deux, mais pour des besoins différents. Voilà, les mères peuvent, dépendamment de l'accès, mais le père éploré va beaucoup plus rarement utiliser le fils comme enfant béquille pour inverser le rôle parental qu'avec sa petite princesse. Hey, je te dis que les princesses, ils y goûtent en cibole quand le papa est éploré, là. Il y a moins temps de le dire. Okay. Et là, j'invente rien, chers auditeurs. Fait que donc, selon et j'aimerais vous, que les psychothérapeutes nous écoutent, ceux qui font de la psychothérapie, les intervenantes, nous écoutent ce matin. Parce que c'est une dimension, c'est une dynamique, une façon d'entrer en relation ou des attitudes intrafamiliales fréquentes. Mais vous, selon vous, là, avec notre sujet d'aujourd'hui, c'est surtout dans les séparations que ça arrive? Ben, que les rôles sont inversés? Que se cristallisent davantage. Non, les rôles... Mais ça se peut. Tu sais, j'ai déjà une question aussi. Là. Oui. Répondez-moi, s'il vous plaît, on fait quoi pour empêcher la mère de ne pas se servir de son garçon comme petit mari, s'il vous plaît? Là, on ne sait pas c'est qui pose la question. C'est la grand-grand-mère, la grand-père, la manoncle? On ne le sait pas, là? Oui, mais c'est la résultante. Alors, le fait qu'un adulte, qu'une femme, qu'une mère utilise son fils comme petit mari, comme confident, comme son grand, est la conséquence de... Alors, si vous êtes parent
ou beaux-parents de cette femme-là, demandez-vous comment se fait-il qu'elle agit comme ça? Évidemment, tout à l'heure, tu as parlé de culpabilité, perte de confiance en soi, immaturité émotionnelle. Immaturité émotionnelle, c'est quoi ça, cette affaire-là? C'est l'incapacité d'entrer en relation avec quelqu'un qui a ton âge chronologique. T'es en retard. Et il y a beaucoup de monde en retard, José. Beaucoup d'adultes en retard. Et c'est pas, on se campera pas uniquement lors des séparations ici. Okay. Lors de tous les problèmes. Ouais. L'infidélité, la toxicomanie, l'alcoolisme de l'autre. Et là, je lisais en période de deuil aussi. Il y a des, dans des grosses périodes de deuil, là. Et écoute, grand-papa vient de mourir. Puis la personne qui nous a envoyé un texto, là, pour savoir « aidez-moi », là. Oui. C'est le père qui est séparé de la mère. C'est lui qui veut savoir comment faire pour empêcher la mère de ne pas se servir de son garçon comme petit mari. Non, écoutez... Lui, il peut pas rien faire. Non. Attends, non. Il peut faire des choses. Alors, vous gardez contact avec votre fils. Vous essayez de réfléchir, d'observer votre garçon et de détecter qu'est-ce qui lui plaît. Qu'est-ce qu'il aime, votre fils? Qu'est-ce qu'il aime faire? Qu'est-ce qu'il aime faire avec vous? Qu'est-ce qu'il aime faire comme activité avec vous? Dans quelle activité aimerait-il être accompagné par vous, monsieur? Qu'est-ce que tu en penses, José? Oh, j'ai pas ça pantoute. Bon. Vous méritez votre paye un matin, là. On va aller à la pause, Doc. Donc, on veut savoir, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, est-ce que, c'est très simple, là, est-ce que vous avez été pris dans les rôles inversés? Alors que vous étiez enfant, est-ce que vous avez dû prendre des responsabilités d'adulte? Lesquelles? Avez-vous été le petit mari ou la petite femme, de votre mère ou de votre père? Ça fait partie de tout ça aussi. Et par texto 25226, est-ce que vous avez été le confident de votre mère ou de votre père? Là, vous allez nous écrire votre genre, homme-femme, et on veut savoir, juste ceux qui ont été les confidents. Là. Les autres, c'est pas important, là, mais ceux qui ont été les confidents, c'est qui se confie à vous, votre père ou votre mère? On va pouvoir faire un parallèle intéressant. On va à la pause. Et vraiment, là, on aimerait ça commencer à prendre des appels tout de suite au retour de la pause. Qui sera le courageux qui va nous appeler en premier? J'ai très hâte de vous entendre. Jusqu'à 11h, au réseau Cogeco. Doc Mayou et José. Et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Avez-vous été pris dans des rôles inversés, c'est-à-dire que vous avez dû être adulte dans la maison alors que vous étiez un enfant? Avez-vous dû être le parent de vos parents? Et on va aller au téléphone tout de suite, mais juste avant, on a des nouvelles du monsieur encore, là, qui est content du conseil que vous avez donné, parce que comment faire pour séparer, pour pas que la mère prenne mon petit garçon comme un petit mari. Vous avez dit, trouvez-vous des activités? Ben, c'est bien parti. J'ai commencé le baseball avec mon garçon et il aime ça. Bon, voilà, être disponible délicatement. Et ne pas attaquer la mère. Parce que le petit garçon, surtout si la mère est belle, il va la défendre. Je ne dis pas ça, chers auditeurs, chères auditrices, pour niaiser à la radio. Je vous dis que les jeunes garçons, 9, 10, 11 ans, 12 ans, deviennent très sensibles à la beauté de leur mère. On va parler avec Mathieu. Bonjour, bienvenue dans l'émission, Mathieu. Allô? Mathieu. Oui. On vous écoute. Ouais. D'accord. Ben là, j'ai pas beaucoup de batterie, donc je vais faire ça rapidement. OK. Oui. C'est ça. Moi, quand j'avais 13 ans, mes parents ont divorcé. Oui. C'est toujours moi qui faisais le médiateur entre les deux, qui prenait les décisions à leur place. Puis je comprends pas pourquoi c'était moi. Oui. On dirait que l'un l'autre me prenait... Comment je faisais ça? Ils me prenaient pour comme se faire mal l'un l'autre. Comprenez-vous? Oui, continuez. Exact. Oui. Exemple, avez-vous des exemples concrets? Des exemples concrets. Oh mon Dieu. OK. Ben. Attendez, Mathieu, je vais vous arrêter. Quel âge avez-vous? Quel âge avez-vous? Moi, j'ai 30 ans. Vous avez 30 ans. L'expression mon Dieu, ça vient d'où, là? Qui des deux parents utilisait mon Dieu? Ma mère. Bon. Alors, vous avez, à votre insu, épousé une expression maternelle.
dont il faut vous débarrasser au plus sacrant. Puis si j'étais pas à la radio, j'utiliserais un blasphème. On va y aller Comprenez-vous? avec Asti Tabarnak, alors. Pardon? Comment oui? On va y aller avec Asti Tabarnak. C'est ça, moi, ça me fait mal en dedans de moi, mais parce que, je sais pas, on dirait qu'aujourd'hui, j'ai de la misère à prendre des décisions à cause de ça. Je comprends pas, puis je suis pas capable de garder mes copines. Oui. Je sais pas. Je sais pas quoi faire avec ça. Vous vous êtes fait enfariner par votre génitrice. Qu'est-ce qu'elle a utilisé comme moyen pour vous enfariner à l'époque? 11, 12, 13 ans. Si tu viens pas, ben, ton père, il sera pas là pour s'occuper de toi. Puis là, ben, je m'en allais chez mon père, ben, toi, ta mère, c'est une crise de folle. Puis ça me fait mal encore. Oui. J'aime pas parler de ça, mais je suis content d'avoir parlé un petit peu de ça. Ben oui. Et vous savez, je viens de recommander au père qui nous a demandé, puis qui nous a demandé un conseil concernant comment faire pour éviter que la mère mette le grappin sur son fils, sur leur fils. D'abord, ne jamais la traiter de crise de folle, parce que c'est lui qui a engendré cet enfant-là avec elle. Oui, mais il a fait ça toute sa vie. Oui. Des manger un char de marde, de la violence à la maison, tout se briser. Ouais. J'ai vu ça, moi, puis maintenant... On dirait que j'ai peur d'avoir un enfant à cause de ça. Combien d'enfants étiez-vous? 4, mais... Oh boy! Ils sont beaucoup plus jeunes, les autres. Hey! 4 du même père? Ah, ben c'est la mère qui n'est pas la même. Non, attendez un peu. OK. Et combien, avec votre mère, votre père a eu combien d'enfants? C'est juste moi. Avec la mère. Alors, vous êtes enfant unique, vous êtes fils unique de cette femme-là. Oui. Étiez-vous beau comme enfant? Étiez-vous un beau garçon? Bon, j'étais beau. J'étais encore beau. Pourquoi je vous pose cette question-là? Parce que maman est en amour. Qu'est-ce que vous en pensez? En écoutant vos émissions, j'ai peut-être compris ça. Comment? Peut-être. En écoutant vos émissions, c'est ce que vous dites souvent. Ouais. Que la mère tombe en amour avec son fils ou le contraire. Oui, surtout quand il est beau. Est-ce que votre mère était belle? Ah oui, belle femme. C'est quoi votre lien avec elle maintenant? Texto, ça j'entends, qui s'appelle. Non, je sais pas, j'ai de la misère à y parler. Ouais. C'est beau. Vous savez, Mathieu, vous l'avez mentionné d'entrée de jeu, mon Dieu. Plus jamais Mathieu dans votre bouche. Les propos intégrés de votre mère sans que vous y consentiez. Plus jamais de votre vie. OK? C'est quand même dur, M. Maillot, de tout dire ça. De renier en partie sa mère, je le sais que c'est pas facile. On va se quitter là-dessus, Mathieu. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Mathieu. Merci beaucoup. Bye. Bye. Merci vraiment, Mathieu. Puis merci de nous avoir fait entendre votre émotion aussi. C'est là qu'on voit toutes les répercussions associées à ça. Ça a 30 ans encore, là. Il est ému d'en parler, ça... Il y a de plus en plus, pour ne pas dire une épidémie, d'enfants uniques au Québec. La moyenne étant de 1,6 enfants par femme en âge de se reproduire. Il y a des femmes qui n'en ont pas, il y a des femmes qui en ont 3, puis il y a beaucoup de femmes qui en ont 1. Alors, les enfants uniques, la fille unique, puis le fils unique, ils goûtent solidement. J'ai quasiment envie de faire la pause tout de suite, Benjamin. Puis après ça, on va prendre plus de temps pour parler avec notre auditeur Mathieu de Drummondville, qui s'est retrouvé lui aussi dans un rôle pas évident. Alors, on veut savoir, vous, de votre côté, avez-vous été pris dans un rôle inversé? Alors que vous étiez enfant, vous avez dû jouer le rôle du père ou de la mère d'un de vos parents, là.
réservez votre circuit téléphonique. Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Au réseau Cogeco. Est-ce que vous avez été pris alors que vous étiez enfant à jouer le rôle d'adulte dans la maison? Est-ce que vous avez eu à vivre des rôles inversés, comme l'expliquait Doc Mayou tantôt en début d'émission? Avez-vous été le parent de vos parents? On a Mathieu de Drummondville qui est au bout du fil. Bonjour. Oui, bonjour José, bonjour Doc Mayou. Oui. Mathieu, bienvenue. Bon, merci beaucoup. Hey, votre sujet m'interpellait comme à chaque jour. Puis aujourd'hui, je pense que j'ai eu des déclics de vous appeler, peut-être pour conseiller d'autres peut-être jeunes enfants qui vont passer par là également dans le cours de vie. Qu'avez-vous vécu? Mes parents se sont laissés, peut-être j'avais l'âge de 12-13 ans. Père alcoolique, mère qui pouvait plus vivre ça, après plusieurs tentatives de le remettre à l'ordre, si on veut, stipulé à plusieurs occasions qu'elle quitterait et finalement décide un jour de partir et tout a commencé à partir de là. Mon père a toujours eu le besoin d'elle, l'appelait maman à la maison. On a toujours trouvé ça très bizarre, d'ailleurs, moi et mon frère. Alors, on était appelés très jeunes là, à jouer les médiateurs, à rentrer dans la chambre quand ils chicanaient la nuit, etc. C'est intéressant. Entrer dans la chambre la nuit lorsqu'il se chicanait. Vous aviez quel âge à peu près lorsque vous avez commencé, votre frère et vous, à entrer dans la chambre parentale des parents pour aller agir comme médiateur? Oui, absolument. Écoutez, mon frère plus vieux que moi de 4 ans, j'allais toujours le voir avant. Qu'est-ce qu'on fait? Fait que lui étant plus vieux, il avait moins peur de rentrer, puis il disait ça suffit, là, on peut-tu dormir, là, vous parlerez quand tu vas être à jeun, si on veut, là. Peut-être que j'avais 6-7 ans, mon frère 11-12 ans. Alors, c'est pas mal ça qu'on faisait. On était toujours spectateurs de tout ça, bien malgré nous. C'était-tu un peu comme le sauveur de votre mère? Là? Vous alliez là pour sauver votre mère? Oui puis non. Ma mère avait un très bon caractère. Écoute, c'est une femme de carrière quand même qui a toujours bien mené la maison. Mais c'était juste pour mettre la barre sur le T, le point sur le I, pour dire ça suffit, là. On reviendra là-dessus demain, et etc. On se repose puis on passe à autre chose. Une femme de carrière, dites-vous. Dans quel domaine? Écoutez, elle a été comptable toute sa vie pour un seul employeur. C'est une belle fierté. On voyait ma mère se débrouiller très bien là, dans tout ça. Mm-hmm. Elle a décidé de quitter en appartement. Moi, j'ai décidé de rester avec mon père. Écoute, on avait plusieurs choses en commun. C'était pas un mauvais gars quand il était à jeun. Il pouvait être des 2-3 mois qu'on pourrait dire sans boire, puis après ça, il repartait. Mais toujours dans le but d'obtenir quelque chose en retour quand il arrêtait de boire. Et il le faisait pas pour la bonne raison. Fait que dans le sens que c'était de ma faute si ma mère était partie quand je revenais à la maison de l'école, il était déjà en boisson, comme on pourrait dire. Fait que j'ai dû faire face à ça très tôt dans ma vie. Ça n'a pas altéré mon jugement. J'étais quand même quelqu'un de mature pour mon âge à l'époque. Mais je me suis mis malade moi aussi par la part des choses que je me suis dit je vais essayer de le sauver à mon tour. Eh bien, vous vous êtes mis. Et quel âge aviez-vous lorsque vous aviez 6-7 ans? Mes parents se sont laissés, j'avais 12 ans. Oui, 12-13 ans. OK, excusez-moi, à 12 ans. Et à 12 ans, vous avez décidé de demeurer avec votre père? Oui, parce que j'étais à l'école, ma mère a déménagé de ville et moi, j'ai resté avec mon père. On était tous les deux musiciens, fait qu'il me laissait faire ce que je voulais quand même. Tu sais, j'étais pas en mauvaise situation, mais mes émotions pour un petit gars de cet âge-là étaient pas toujours les meilleures là, pour vivre une vie normale, finalement. Et c'est vous qui preniez soin de votre père à 12 ans? Oui, 12-13 ans. Écoutez, j'ai commencé à faire le ménage, le lavage. J'ai continué à couper les headsets, de la pelouse, tout pour faire semblant que toute la maison continue à bien aller. Oui, la conjointe. Vous êtes devenue la femme de ménage et vous avez été happée à votre insu, captée à votre insu, dans un rôle de conjointe auprès de votre père, de votre géniteur. Oui, ça on pourrait dire quand même, oui. Mais j'ai eu quand même l'occasion de lever le ton, de prendre ma place là-dedans, de bousculer, dans le sens que je partais la fin de semaine. Oui, allez-y, M. Mali. Mathieu, vous avez materné votre père, de toute évidence, OK? Parce qu'il avait besoin encore d'être materné, le grand. Oui. Quel impact que ça a actuellement dans votre vie? Vous avez quel âge, là?
Présentement, 37 ans. Écoutez, moi, je vais super bien. Ma petite famille, mes 2 enfants, ma conjointe depuis longtemps. C'est sûr que j'ai réussi à faire tout de suite un parallèle entre ça, c'est pas ma vie, c'est la sienne, mais il faut quand même que je continue mon rôle. Il est dans ma vie, c'est mon père. Oui, qu'est-il arrivé de cette attitude maternante, hyper développée, hypertrophiée chez vous, dans votre vie actuelle, dans votre vie familiale à vous? Ça va super bien. Écoutez, j'ai aucun problème de consommation. On a des projets avec notre famille. C'est sûr qu'avec mes filles, je suis quand même protecteur. J'essaie de faire les bonnes choses. Toujours le meilleur en identifiant ce que j'ai vécu, bien sûr. J'ai une petite question plate, là. Oui, allez-y, Josée. Avez-vous été porté à prendre la place de votre conjointe auprès de vos filles? Avez-vous été porté à vouloir materner? Non, absolument pas. Ma conjointe fait ça comme une championne. Moi, j'ai toujours voulu être un homme et non un maternant, si on veut. Oui. Aller aux rendez-vous médicaux des filles? Non, c'est ma conjointe qui s'occupe de tout ça. Je fais le suivi quand même. J'ai eu quand même des bons repères par d'autres hommes dans ma vie que j'allais voir des oncles. J'ai posé beaucoup de questions. Je me suis jamais assouci sur mon cas. J'ai décidé par moi-même d'aller voir les psychologues à l'école quand j'étais au secondaire. Attendez pour un petit peu. m'aider. Je Oui, fais allez-y. le suivi quand même. Qu'est-ce que vous voulez dire par là que vous faites le suivi? Ben, de voir comment ça va. C'est toute ma blonde qui gère tous les dossiers, le carnet médical. Tout va bien dans le sens que c'est elle qui me l'explique. C'est pas moi qui va vers elle pour demander comment ça allait, là, comment ça a été, si on veut. Démontrer un intérêt, on peut dire ça comme ça, là. Ben oui, c'est normal. C'est ça la nouvelle génération de parents. Hein, c'est à 2 que ça se fait maintenant. Ben oui, attendez un peu là. Quel âge ont les filles? Présentement, bientôt 9 mois et une de 5 ans. Bon, ce sont des bébés. Oui, absolument. OK. Oh, on verra l'usage. On verra, là, vous cherchez le petit coin qui pourrait peut-être accrocher, là, vous, là, Oui, M. Mali. je vous incite à être prudent parce que votre père vous a utilisé pour fin de maternage en bas âge. C'était qui, je peux te revenir là-dessus, Doc? C'était qui votre modèle masculin? Parce que vous avez dit, il y avait d'autres hommes, que mes oncles, etc. Avez-vous eu des beaux modèles masculins? Ben oui, absolument. Écoutez, j'ai eu un vieil oncle défunt aujourd'hui, maintenant, que lorsque j'étais plus vieux au cégep, j'allais le consulter pour poser des questions de comment avancer, d'avoir confiance en soi, si on veut, parce que quand t'as pas la référence, c'est sûr que tu regardes vers les autres familles, des pères d'amis qui me posaient des questions, qui me disaient, Mathieu, si jamais ça va mal, gêne-toi pas, viens nous voir. Tu sais, c'était super ouvert, là. Il y avait rien de... Alors, vous nous indiquez, pour ceux qui sont à l'écoute, vous indiquez des alternatives. Si vous avez absolument, des parents, ils sont toujours là. Si vous avez des parents qui vous siphonnent actuellement dans un rôle inversé, c'est-à-dire que vous êtes enfant et qu'ils se font parenter, materner ou parenter par vous, le fait de repérer des adultes du même sexe qui ont de l'allure dans le décor, c'est toujours bon. Absolument, parce qu'eux-mêmes connaissent notre situation. Fait qu'ils sont capables, à leur manière, de nous expliquer qu'il y a un monde normal ailleurs également, que malheureusement, c'était notre destinée, mais qu'il y a toujours une façon de s'en sortir. On demeure toujours prudent lorsqu'on a été happé à notre insu dans un rôle de parent. OK? Merci. Soyez prudents. Merci à Mathieu. vous. Hein. Merci Bonne beaucoup. continuité. Merci beaucoup. Je note Oh. que les hommes sont touchés beaucoup ce matin par notre sujet, Doc. Déjà, nos 2 premiers appelants, c'est des hommes. Oui. Par texto, on a beaucoup d'hommes également Oui. qui ont été touchés par cette situation-là. Homme, 38 ans. Oui. J'ai été je le lis tel textuel, OK? J'ai été le confident de maman et papa à travers le temps. Ils me racontaient des choses sur l'autre. Ça m'a toujours fait beaucoup de peine. Mon père m'a monté contre ma mère. Je la haïssais rendue adulte. J'ai commencé à comprendre et j'ai dû mettre un point à ça, même rendu dans la trentaine. Mon père continue et ne comprend pas le mal que ça a fait dans ma vie. Je me suis réconciliée avec ma mère réellement depuis peut-être 10 ans et éloignée de mon père par le fait même. Comme père séparé, jamais je ne ferais ça. Je valorise grandement sa mère face à lui et l'accompagne elle aussi dans son éducation. Bon. Une des raisons pour laquelle on a eu 2 appels de jeunes hommes
de suite, et le fait qu'il m'apparaît qu'il est un peu plus facile pour un homme de remettre en question le fait d'avoir été capté psychologiquement dans l'inversion d'un rôle. Oui. Tu vois les réactions, les hommes réagissent un peu plus vigoureusement, alors que les femmes qui sont happées dans une inversion de rôle avec papa chéri, elles ont beaucoup de difficultés à s'en sortir. Beaucoup plus, peut-être, en moyenne. Oui. On a une femme qui l'a pas eu évidente. Fanny est au bout du fil. Elle nous appelle de l'Estrie. Bonjour, Fanny. Bonjour. Fanny, on vous écoute. Ben moi, en fait, ça a commencé justement dans un processus de séparation de mes deux parents. Vous avez quel âge présentement, Fanny? Moi, j'ai 27 ans. OK. Continue. Puis, dans le fond, ma mère me réveillait la nuit. J'avais 8 ans à l'époque. Oui. Puis, elle me réveillait la nuit pour venir me pleurer, dans le fond, dans les bras parce que c'était pas facile qu'est-ce qu'elle vivait avec mon père. Oui. Mon père, dans le fond, ben, ça allait pas bien entre les deux. Puis mon père, quand il a eu 40 ans, il a décidé comme de vivre un peu sa jeunesse. Ça allait pas bien avec ma mère. Donc, il sortait beaucoup avec ses amis, allait dans des bars de danseuses. Il a trompé ma mère. Puis, ma mère me réveillait pour me conter tout ça, dans le fond, la nuit. Puis, elle me pleurait dans les bras. Mm. Puis moi, c'est ça, j'avais 8 ans, puis je comprenais pas vraiment tout ce qui se passait. Puis, étiez-vous la seule enfant, Fanny? Étiez-vous la seule enfant? J'avais un petit frère. J'avais un petit frère qui est 5 ans plus jeune que moi, donc lui n'a pas été du tout conscient de ça. Oui, puis elle nous réveillait, dans le fond, Oui. c'est ça. Puis elle nous amenait en voiture la nuit pour aller chercher mon père dans les bars. Puis elle nous a déjà même amené une fois pour lui montrer, regarde ce que tu fais, vive à tes enfants. Puis, fait que moi, j'ai été témoin de plusieurs choses qui m'ont marqué. Puis, là, au fil du temps, mais ça a eu des répercussions dans ma vie. Aujourd'hui, je vois plus mon père. Oui. Puis, au fil du temps, dans le fond, moi, je pensais que à force d'aider ma mère puis d'être responsable un peu, je me sentais responsable de ce qu'elle vivait, puis je me sentais coupable. Puis, j'ai toujours eu la difficulté un petit peu dans le fond, avec ça, le sentiment de culpabilité. Continuez. Quelle relation avez-vous avec votre génitrice actuellement? Actuellement, ça va bien parce que je lui ai tout raconté comment que je me suis sentie, puis que je voulais plus justement qu'elle se serve de moi comme confidente. Puis, dans le fond, moi, comment je peux dire ça? Au fil du temps, je pensais, comme je vous disais, que j'étais juste bonne à aider les autres, puis à être responsable des autres. Donc, j'ai fait des études en éducation spécialisée. Puis, je me suis rendu compte que, j'aimais pas ça. C'est pas ça que je voulais faire. C'est pas ça que j'étais moi. Donc, là, j'ai 27 ans aujourd'hui, puis j'ai 2 enfants, puis j'entreprends un changement de carrière, puis pour être vraiment la personne que je veux être, puis que je suis. Puis, Fanny, vous m'ouvrez une porte. Oui. Vous êtes mère de 2 enfants actuellement. Qui ont quel âge? Oui. Mon plus jeune a 4 mois, puis mon plus vieux, il a 2 ans et demi. Est-ce que votre mère garde vos enfants? Oui, de temps à autre. Est-ce que votre mère peut garder vos enfants toute une fin de semaine ou 2 jours d'affilée? Non. Pourquoi? Non, parce que on écoute beaucoup votre émission, puis on fait attention justement pour pas que pour pas que le pattern se répète. Ah, pour pas que le pattern se répète. Oui, justement. Là, José, on est quand même. Fanny, c'est le plus beau compliment que vous pouvez nous faire. Ce que vous voulez dire. Ça me fait plaisir. On écoute l'émission pour ne pas que ce qu'on a vécu se répète. Votre mère est une grand-mère dangereuse. Vous l'avez soupçonnée, n'est-ce pas? On veut faire attention que... Bye, Fanny. Merci. Un énorme merci. Oui, merci Ça beaucoup. me fait plaisir. Bye. Quel témoignage complet.
Écoutez, la situation de Fanny est loin d'être exceptionnelle dans la nation canadienne-française. C'était pas mal grave, hein, sa mère? Ouh! Puis vous dites que c'est pas exceptionnel. Oh! Non. Dans ma petite carrière de 39 ans, trois quarts, je l'ai entendu souvent. Avant d'aller à la pause, nous avons un texto. Ma fille est devenue la confidente de sa mère très tôt. Ma fille a voulu couper les ponts avec moi le jour où je lui ai dit qu'elle ne devait pas être le psy de sa mère, qu'il y a des personnes pour l'aider. Elle avait environ 14 ans. Aujourd'hui, elle a 21 ans. Elle a réalisé et compris ce que je lui avais dit 7 ans plus tôt. Aujourd'hui, elle fait l'adolescence qu'elle n'a pas eu de plaire, de déplaire à sa mère. Bon, le genre. Chers auditeurs, la finesse psychologique, c'est quoi ça? Ça mange quoi en hiver dans les tempêtes? La finesse psychologique. Monsieur, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Le genre a fait sa déclamation à 14 ans. Là, 7 ans plus tard, elle est en train de faire son adolescent. Écoute, puis là, il est fier de lui, le genre. Il y avait dit. Et il avait dit. Le genre, vous auriez avantage à écouter la subtilité dans la recommandation que j'ai faite en début d'émission. Si vous n'étiez pas à l'écoute, allez le réécouter tranquillement. Et nous, là-dessus, on va aller à la pause. C'est terrible, là, les histoires qu'on a par texto, mais je veux vous entendre. Alors, avec le Doc Mayou, ça va être le fun quand vous appelez là, comme Mathieu, les deux Mathieu, comme Fanny. Réservez votre circuit téléphonique. Avez-vous été pris dans un rôle inversé? Avez-vous dû jouer aux parents de vos parents? Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Au réseau Cogeco. Est-ce que vous avez été pris dans un rôle inversé quand vous étiez enfant? Est-ce que vous avez dû vous occuper d'un parent? Est-ce que vous êtes devenu le confident d'un de vos parents? Est-ce que vous avez été le petit mari de votre mère ou la petite femme de votre père? Ici, on a par Facebook, homme 46 ans. Oui. Dès l'âge de 12 ans, ma mère a laissé mon père. Oui. Par compassion et par amour, j'ai choisi d'aller vivre avec mon père, qui passait son temps à pleurer, à boire, complètement absent pour moi. J'ai instinctivement voulu m'en occuper. Je m'inquiétais beaucoup pour lui, au lieu de vivre une adolescence normale. Aujourd'hui, je pense encore mes blessures. Souvent, les enfants, ça m'amène à la question... Quel est là, le genre? C'est un homme, 46 ans. OK. Ça, là, est-ce que ça arrive souvent que les enfants choisissent, entre guillemets, la victime pour aller rester avec? Oui, non. Le plus éploré. Celui qui pleure le plus. Et surtout, lorsque le père pleure, les enfants fondent. Est-ce que tu savais ça? Même les garçons, oui, à l'âge oui. de 12 ans. Là. Ah oui, oui, Il dit oui, par oui. compassion. Tu sais. Ben oui, par compassion et amour. Il a fondu. Il a fondu. Et il y a des garçons qui ont un certain instinct maternant. Il y a un pourcentage de garçons que j'ignore. Et ça fonctionne. Ça fonctionne vraiment. Et parlant... José, je suis resté accroché à l'appel précédent, le genre. Le texto. Alors, oui, le texto Lui qui précédent. l'avait dit à sa fille de ne pas être la psychologue de sa oui, mère. Oui, pour ceux qui ne le savent pas, un genre, c'est le mâle de loi. OK? Et le genre emmène large. Il est très bruyant. Il emmène large. Vous savez, c'est tellement tordu que le texto, notre intervenant, nous apprend que à 14 ans, il a averti son adolescente de ne pas jouer à la psychologue avec sa mère. Et là, finalement, 7 ans plus tard, elle se réveille à 21 ans et met une distance avec la mère. Maintenant, chers auditeurs, soyons prudents de ne pas nous réjouir trop vite, parce qu'il est possible que le père veuille récupérer sa fille de 21 ans pour faire exactement avec elle ce que la mère faisait avec la fille. Il placotait ça, puis il se confiait. Se confier, puis l'amener en voyage. Des beaux voyages dans le sud, oui. Il faut rattraper le temps perdu, Doc. Voilà ce qu'il nous a dit. Il nous a fait une petite mise en garde. Là, elle est dans son adolescence. Et ça se pourrait que papa chéri
soit très intéressé à amener sa grande de 21 ans à la découverte du monde et à la découverte des pays chauds. Là, Et vous des faites un plages film dorées. dans votre tête, là. Non, ça, c'est des On le confidences que sait je... pas, là. On le sait pas, Non, lui, mais- là. Je m'adressais aux auditeurs. Vous racontiez Alors. votre film. Je racontais mon petit film. On va parler à Véronique qui nous appelle de l'Outaouais. Bonjour. Bonjour. Véronique. Oui. On vous écoute. Par rapport au sujet d'aujourd'hui, je ne crois pas. J'ai été parentalisée très jeune, à mon jeune âge. J'ai un père qui est alcoolique. Oui. Puis, mon père, c'est mon héros. Un peu Oui. moins aujourd'hui, mais en tant qu'enfant, mes parents étaient séparés. Je voyais mon père rarement. Oui. Les fins de semaine, une fin de semaine sur deux, parfois, quand j'avais la chance, puis qu'il m'oubliait pas, il venait me chercher pour passer le week-end avec lui. Mais Oui. il y a toujours eu la bouteille entre moi et lui, tout le temps. Oui. Puis mon père, avec l'alcoolisme, ses problèmes de toxicomanie, tout ça, a fait une bêtise, puis a été accusé de tentative de meurtre quand j'avais 10 ans. Je l'ai appris à la radio, à mon jeune âge. J'ai eu un petit choc. Ensuite de ça, on était 2 ans à courir les prisons. Donc, j'y allais, je vous dirais, là, une fois par mois, des fois un peu plus. J'ai vécu tout ça très jeune. J'ai vu c'était quoi le monde carcéral. Quand mon père me téléphonait, mon père, quand il était là-bas, c'est sûr que là, il avait plus accès à l'alcool. Donc, il était dans une phase un petit peu de désintoxication. Donc, la dépression a suivi. Il avait le droit à un appel par semaine. Donc, il m'appelait moi. Oui. J'étais très contente quand il m'appelait. Oui. Mais parfois, il était tellement dépressif. Il me faisait des adieux au téléphone pour me dire que c'était la dernière fois qu'on se parlait. Oui. Alors, je devais attendre encore une semaine avant de savoir si mon père avait passé à l'acte ou si il était encore vivant. Oui, et Donc, à quel âge, ma mère, Véronique, dites-nous les choses comme elles moi, ont été. à 10 ans, dans la tête d'un enfant de 10 ans, j'étais très mature et l'acte pour moi, c'était vraiment s'enlever la vie, un suicide. Oui, ça me vient En tant que mon père, pour moi, mon père, c'est un grand homme, donc l'entendre tant pleurer au téléphone, je savais qu'il y avait pertinemment quelque chose de téléphone. Véronique, attendez un peu là. Je vais vous mettre. Oui. Je vais vous présenter votre contradiction. Mon père, c'était un grand homme, puis il était en dépression, puis il menaçait de s'enlever la vie. Comment concilier un grand homme avec une espèce d'individu qui est constamment en train de vouloir se suicider? Quand vous avez 10 ans, Dr Mailloux, et que vous ne voyez pas votre père, c'est votre héros. Fait que, vous êtes une petite fille de 10 ans. Non, attendez. Vous avez quel âge, là? Ben là, en ce moment, j'ai 39 ans. Vous avez 39 ans. Vous arrivez à l'aube de la quarantaine. Alors, pour une femme, parce que là, on va essayer d'utiliser votre jugement actuel. Oui, mais le jugement, c'est différent, le jugement aujourd'hui. Non. Moi, je vous parle quand j'avais un enfant. Oui. Mais comment vous conciliez maintenant dans votre tête le fait que vous le voyez comme étant un grand homme, mais suicidaire? Comment? Quand on est enfant, on n'a pas ce jugement-là de dire, oui, on sait tout ça. Oui, Véronique, on sait tout ça. Là. Mais vous me demandez comment je pouvais faire pour voir ça. Maintenant, je ne le vois pas comme ça. Non. Maintenant, comment on peut concilier un grand homme avec quelqu'un qui veut tout le temps se tuer? Je me permets de... Docteur Mailloux, j'ai 39 ans, là. Je vois pas mon père comme un grand homme, là. Bon, je vous raconte mon histoire quand j'avais 10 ans, que je voyais mon père avec les yeux du cœur d'un enfant de 10 ans. Oui, et vous la voyez comment maintenant? Aujourd'hui, vous voulez vraiment me poser la question, aujourd'hui, comment je le vois? Oui. Je le vois comme un homme irresponsable, un homme malheureux, OK? Je le vois comme qu'il a pris de l'emprise sur moi. Puis, pendant toute ma vie de jeunesse et d'adolescence, j'ai tenté de sauver mon père. Puis aujourd'hui, je tente de me sauver. Oui. C'est ce que j'essaie de faire. Ben, c'est là que je voulais vous amener. Mais je croyais qu'on commençait par le début. Non. Oui. Bien, il y en a eu assez de début. On a vite compris. C'était clair. Alors, c'est un homme irresponsable, mais le pauvre est malheureux. Et il a de l'emprise sur vous encore. C'est certain, ce pattern-là qu'on a, c'est sûr et certain qu'on a beaucoup de travail à faire pour se défaire de ça, parce que veux pas,
c'est notre parent, puis on a juste un père, on a juste une mère, puis on les aime, nos parents, qu'ils soient comme qu'ils sont, on les aime. Mais avant, je trouvais des excuses à mon père. Il est comme ça à cause de mais ça. c'est pas avant, vous en trouvez encore? Ben non, pas du tout. Il est malheureux, Véronique. On va faire quoi avec un papa malheureux? Docteur Mailloux, mon père, il est malheureux parce que s'il se regarde dans la vitre d'un miroir, là, ce qu'il voit, là, croyez-vous qu'il est heureux, lui, de sa vie, de tout ce qu'il a fait à son environnement? Bien, Véronique, vous, est-ce que ça vous atteint qu'il soit malheureux? Je comprends pas la question. Allez-y, je t'entends pas bien. Est-ce que ça vous touche, vous, qu'il soit malheureux? Est-ce que ça vous fait-tu de la peine que votre père soit malheureux? Non, plus maintenant, parce que c'est lui qui, tout ce qu'il fait, même aujourd'hui encore, les actions qu'il pose, c'est les conséquences de ses actes. Puis je lui dis, puis je lui répète. Parce que un alcoolique, je lui dis et je lui répète. Oui. Vous lui répétez encore. Le pauvre, vous avez 40 ans. Il n'y a rien que ça fait 30 ans que vous lui répétez la même chose. Il y a une emprise sur vous. Ben, je vous dirais beaucoup moins qu'avant. Oui. Ah! Intéressant. Ben, vous avez grandi aussi. Écoutez, à l'aube de la quarantaine. Ben, écoutez, à un moment donné, là, je veux dire, je suis une personne qui est quand même sensée. J'ai fait des thérapies, j'ai consulté. Je veux dire, je suis une personne saine. J'aurais pu revirer comme lui. Je m'en suis sortie. Quand même assez bien, là. Mais je veux dire, son problème à lui, c'est son problème à lui. Aujourd'hui, je lui redonne dans les mains. Non, Véronique, vous le protégez encore. OK? Quand on a été parentalisé, moi, Dr. Mailloux, c'est tout ce que je peux vous dire, c'est qu'en vieillissant, avec tout ce que j'ai appris, je me suis demandé une chose. J'ai toujours dit que j'ai été parentalisée, mais je pense que j'ai peut-être infantilisé mon père. Vous comprenez? Non. J'ai probablement infantilisé mon père parce que j'ai joué le rôle de la mère avec lui. Non, vous l'avez pas infantilisé, je regrette. Ben, vous savez pas toute de l'histoire. Vous l'avez probablement materné parce qu'il était une espèce d'immature. Exactement. C'est pas vous qui l'avez infantilisé. C'était un enfant dans un corps d'homme. Il vous a attrapé dans votre instinct maternel, n'est-ce pas? Probablement, oui. On va se quitter là-dessus. Merci beaucoup, Véronique. Bienvenue. Au revoir. Bye. Une petite histoire rapide avant d'aller à la pause. Au 25-226, femme 40 ans. Mes parents ont divorcé, j'avais 9 ans. Pour ma mère, je suis alors devenue la grande, celle qui devait pallier aux parents absents. Elle me confiait ses angoisses financières et c'est moi qui la rassurais qu'on allait s'arranger. Garder frères, sœurs, faire ménage, etc. Adulte, je l'ai déménagée 2 fois car elle était avec un homme violent. Elle est restée une petite fille et moi, j'ai dû vieillir avant mon temps. Oh! Quelle suite avec l'appel précédent? Les enfants n'infantilisent pas leurs parents. Il y a un gros pourcentage de parents qui ne sont que des enfants. On va à la pause. On a déjà Patricia, on a Nicolas qui sont en onde pour nous parler. Est-ce qu'on vous a mis un rôle qui ne vous appartenait pas? Est-ce que alors que vous étiez enfant, vous avez dû être le parent d'un de vos parents? Doc Mayou et José. Avec Doc Mayou et José Arsenault. Au réseau Cogeco. Est-ce qu'on vous a donné le rôle de parent de vos parents? On va parler avec Patricia de Portneuf. Bonjour. Bonjour. Patricia. Oui. On vous écoute. Comment commencer par le commencement? Disons, ça a commencé quand j'étais en fait. Bon, pour faire un résumé, moi, mon frère et ma mère s'est séparée de mon père, puis c'est parti d'une grosse ville, puis ça revenait d'une petite ville. Oui. D'un petit village, dans le fond, si je peux le dire. Oui. Suite à ça, disons que, puis là, pas bien, en tout cas, disons, elle était pas mal dépressive. Finalement, elle a fait une tentative de suicide. Bon, suite à ça, elle a rencontré un homme. Oui. Pas longtemps après, qui est arrivé dans nos vies pendant longtemps, puis qui nous a fait une vie d'enfer, si je peux dire, un alcoolique en plus. Oui. Fait que, comment je pourrais dire ça? Ben, moi, je cherchais tout le temps comme à protéger ma mère tout le temps. Chaque fois qu'il arrivait de quoi, avec son conjoint, qu'il soit comme le beau-père, ou avec mon frère aussi, c'est moi qui mangeais à go. Qui se faisait sauter dessus, qui se faisait gueuler après, ou qui mangeait carrément des volets. Oui. Pas par son chum, lui, il fait rien que gueuler après moi, mais par mon frère, parce que moi, je cherchais à dépendre de ma mère tout le temps. Je pense que c'est
c'était pas vraiment normal que je fasse ça à cette époque-là. J'étais un enfant, jeune adolescente, mais à un moment donné, là, j'ai arrêté. Parce que j'ai dit, là, ça n'a pas de bon sens, tu sais. Puis là, je me suis toujours demandé pourquoi que je faisais ça, dans le fond. Et que je cherchais tant à la protéger, puis qu'au bout de la ligne, je mangeais des volets à cause d'elle. Oui, c'est ça, votre instinct maternel. À quel âge que vous avez été, que vos parents se sont séparés? J'arrivais à 3 ans. Okay, honnêtement, c'est un petit bout quand même que je me souviens vraiment pas. C'est ça. C'est vague. Et à partir de quel âge que vous avez commencé là, à recevoir les confidences de votre mère? Et c'était plus... des fois, je l'ai vu pleurer, mais elle me disait des affaires, mais elle disait pas grand-chose. C'était pas des confidences en tant que tel, c'était plus... je sais pas comment dire ça. Oui, le besoin, elle était sans défense. À partir de quel âge? Sans défense, c'est ça. À partir de quel âge que vous avez réalisé que votre mère était sans défense, n'était pas capable de se défendre? Honnêtement, je vous dirais, quand j'avais 4-5 ans. Aussitôt que ça? Que vous êtes devenue consciente que c'était une guenille, un tapis, puis tout le monde marchait sur elle? Oui. À cet âge-là, 4-5 ans? Là, je le comprends plus depuis X années, puis j'ai eu des problèmes de santé. En tout cas, quand j'ai tombé majeur, c'était une autre histoire suite à son décès. Là, quel âge aviez-vous lorsqu'elle a fait sa première tentative de suicide? J'avais 4-5 ans. Ah, c'est dans cette J'allais pas à l'école encore. Mon frère était à l'école. Lui, il commençait à l'école. On a quasiment 3 ans de différence. 2 ans et 8 mois. Moi, j'étais à la maison à ce moment-là. Qu'est-ce qu'elle avait fait? Puis elle était pas debout, puis c'est ça. Qu'est-ce qu'elle avait fait comme une tentative de suicide? Médicaments. Oui. Et qui l'a trouvé? Moi. Fait que suite à ça, j'ai constaté que quel impact que ça a eu sur votre mère à 4-5 ans de trouver votre mère dans un état que vous allez nous décrire là? Quel impact que ça a eu? Je sais pas comment dire ça. Je pense que j'ai pas vraiment réagi. J'ai réagi, mais comment je vous dirais bien ça? L'affaire que je l'ai instinctivement, ce que j'ai fait, pis ça, aujourd'hui, je me sens mieux quand même, je suis pas traumatisé à la vie, là. Oui. Mais d'instinct, j'ai été vers elle, je l'ai touché, là, j'ai vu qu'elle se réveillait pas. Fait que là, moi, j'arrivais, j'ai mis ma tête, mon oreille sur sa poitrine pour voir si son cœur battait encore. Oui. Puis là, quand j'ai vu que je l'entendais pas, ou plus ou moins, ça veut dire qu'il était au ralenti, il était en tout cas, elle peut être froide, là, au toucher très, très froide. Oui. Fait qu'elle était en train, dans le fond, de s'en aller, là. Oui. Fait que suite à ça, c'est ça, demandé, je pense que le téléphone s'est maçonné. Puis quand le téléphone s'est maçonné, j'ai essayé de décrocher le téléphone, parce que dans le temps, le téléphone était au mur, que j'avais de la misère à l'atteindre, étant donné la grandeur que j'avais. Oui. Fait que finalement, c'est ça, la voisine, je sais pas trop, il y a une madame qui m'a parlé, je pense que c'était la voisine, elle dit, ta main pas de bout, j'ai dit non, elle n'est pas de bout, j'ai dit, je pense, j'ai dit, il y a de quoi de pas normal, je sais pas trop, elle est froide, j'ai dit, elle bouge pas, fait que là, tout de suite, elle m'a répondu, genre, raccroche, m'a appelé l'ambulance. OK. Fait que ça a été ça, ils sont venus chercher en ambulance, puis en rétrospective, là, vous avez vous avez quel âge, Patricia? Je suis pas jeune, je suis pas vieille, mais un petit peu plus vieille que celle de 39 ans tantôt. Oui, quel âge avez-vous? Il n'y a pas de... 46. Bon, vous avez 46 ans. Oui. Que pensez-vous maintenant du comportement de votre mère quand vous aviez 4-5 ans, lorsqu'elle s'est intoxiquée aux médicaments? Honnêtement, si je prends un résumé, pas juste en cause de cet événement-là ou plutôt les autres qu'on suivi. Patricia. Mais irresponsable. J'aurais jamais osé le dire, mais là, je me rends compte qu'elle était irresponsable. Vous auriez... pas bien, c'est clair. Arrêtez. Là. Vous auriez jamais osé le dire? Que votre mère, qui essaye de s'enlever la vie en présence d'une petite fille de 4-5 ans, est un comportement irresponsable. Vous auriez jamais osé dire ça? Non. Je suis à force d'écouter les émissions, c'est là que je réalise que je comprends. Je comprenais des affaires déjà en partant, même avant d'écouter vos émissions. Mais disons qu'à un moment donné, c'était comme, tu sais, je la montais sur un piédestal. Je disais, OK, on t'a bien nourri à la maison, on t'a bien habillé, blablabla, j'en passe. Mais pour le reste, zéro. Patricia. C'est incroyable, hein? Un énorme merci. As-tu des questions, mais c'est tout un réveil. Moi, j'étais vraiment auditrice, là. Je vous écoutais, j'en reviens pas encore. Comment je réveille ça? Ça me fait de quoi en dedans? Ça me fait comme... Je sais pas comment dire ça, mais c'est des émotions. Là. Mais Patricia, ça peut-tu être libérateur aussi?
Tu sais, à partir du moment où, comme Doc Mayou dit souvent, là, que vous regardez votre vie telle qu'elle a été, votre mère telle qu'elle a été, c'est-tu libérateur? Puis ma vie à moi, ma propre vie à moi, finalement, par rapport à tout ça. Oui. Il est temps que je me réveille. Hey, merci, Patricia. Merci Un beaucoup. gros merci, Patricia. Ouais. Merci à vous aussi. Hey, oui, oser juger un comportement irresponsable de sa mère. La génitrice a décidé ou a essayé de s'enlever la vie en présence de sa petite de 4-5 ans. Il faut le faire. On va demander à Nicolas de patienter. On va aller à la pause, puis on lui parle tout de suite au retour. Doc Mayou et José Arsenault. Le Doc Mayou et José, c'est le Doc et José. Au réseau Cogeco. Quand vous étiez enfant, est-ce que vous avez eu à jouer le rôle de parent avec un de vos parents? On a par texto quelqu'un qui nous a dit j'ai prêté de l'argent à ma mère, j'ai dû lâcher l'école pour m'occuper de mes sœurs, payer ses comptes, son épicerie, elle jouait avec mes sentiments, elle me disait que ce que je ferais sans toi, tu es si importante pour moi, bla bla bla, elle me manipulait. Ce n'était jamais assez ce que je faisais. Ma mère monoparentale, c'est toujours à côté sur quelqu'un pour vivre et sur moi pendant longtemps, insupportable. Un homme ou une femme, l'auditeur? Femme de 36 ans. Une femme de 36, oui. Oh oui, il y a beaucoup d'abus d'enfants au Québec. Alors, c'est pas uniquement dans des familles monoparentales, mais ça peut survenir. Ah non, il y en a... Ici, à partir de l'âge de 4 ans, j'ai été la mère de ma mère alcoolique qui n'aurait jamais dû avoir d'autres enfants car j'ai dû devenir la mère de mes frères. Lorsque je suis devenue une femme, ma mère m'a toujours jalousée. Elle a toujours eu besoin de moi car elle est incapable d'agir comme une mère responsable. Aujourd'hui, à 53, elle est en CHSLD et j'ai fait un gros ménage dans ma vie. Maintenant, pour moi, cette femme est morte. Je suis beaucoup plus heureuse maintenant et j'ai donné l'amour que je n'ai jamais eu à mes enfants. On va parler avec Nicolas qui nous appelle de Bellechasse. Bonjour. Bonjour. Nicolas. Oui. On vous écoute. Moi, dans le fond, ma mère, elle a perdu son père quand elle était jeune. Oui. Puis, moi, depuis que j'ai 13 ans, puis elle est beaucoup dépressive, puis tout. Puis depuis que j'ai 13 ans, c'est toujours moi que, peu importe ce qui se passe dans sa vie, c'est toujours moi que... Elle parle de ses problèmes, que ce soit avec mon père ou avec elle-même ou avec des problèmes de consommation, n'importe quoi. Puis même encore aujourd'hui, elle peut m'appeler à 2-3 heures du matin pour me déranger, pour me raconter ce qui va pas. On va en parler de ça, des appels nocturnes. Parce que vous n'êtes pas le seul auquel ça arrive, Nicolas. Là. Ben non, j'imagine. Les textos la nuit puis les appels nocturnes. Elle vous appelle. Vous avez quel âge, Nicolas? Moi, j'ai 19 ans. Pardon? 19 ans. Vous avez 19 ans. Et votre génitrice vous appelle la nuit. Oui. Elle vous appelle sur le cellulaire, sur une ligne fixe, au mur? Ou sur le cellulaire. Elle vous appelle sur le cellulaire. Nicolas, votre cellulaire, il est muni d'une fonction. Ouais. Mais c'est parce que genre, je me sens mal des fois. Si, mettons, je dors pas, puis je vois qu'elle m'a envoyé un message, ou je me sens comme mal de ne pas y répondre, parce que c'est ça, vu qu'elle fait beaucoup d'anxiété, puis elle est dépressive. Je sais pas. Qu'est-ce que vous craignez? Bah, parce que je sais qu'elle n'est pas capable de parler comme de sexuellement à quelqu'un d'autre que moi, fait que des fois j'ai peur qu'elle garde comme ce qui va pas en dedans d'elle, là, mais... Oui, et qu'il arrive quoi? Je sais pas, elle a déjà eu des idées suicidaires, puis elle est déjà rentrée en thérapie, là, par rapport à ça, fait que c'est peut-être ça qui... Est-ce qu'elle a un problème de toxicomanie? Vous avez fait allusion à ça? Oui. Qu'est-ce qu'elle prend comme dope? Je sais pas exactement, mais... Nicolas? Ça doit être de la cocaïne, donc. Et sa poudre? Qu'est-ce qu'elle fait dans la vie, votre génitrice? Présentement, à cause de sa grosse dépression... qu'est-ce qu'elle a fait? Qu'est-ce qu'elle est capable de faire? Qu'est-ce qu'elle a fait comme travail et qu'est-ce qu'elle pourrait faire? Elle travaillait comme en gestion industrielle. Ouais. Sur la poule, une cocaïnomane qui est gestionnaire industriel.
Mais elle n'en fait pas tout le temps. Tu sais, elle en fait, mettons, juste une fois par mois, mais ça dure des 4 jours de temps. Là. Ouh, juste une fois par mois, mais 4 jours. Oui, c'est ça. Puis après ça, on en a pour 1-2 semaines à avoir de la misère à cause que oui. Elle est trop raquée de ces 4-5 jours. Oui, puis parce que les 4-5 jours, elle dort pas. Qu'est-ce qu'elle fait, les 4-5 jours, non, quand c'est elle ça. de poudre? C'est ça. Qu'est-ce qu'elle fait comme activité? Racontez-nous ça. Elle dort pas. Elle fait quoi? Aucune idée. Elle est tout le temps en train de changer l'emplacement des meubles dans la maison. Est-ce qu'elle sort un peu? Est-ce qu'elle invite des gens? Non, elle sort pas. Elle fait de la poudre, puis elle fait du grand ménage. En gros, c'est ça. Elle sort pas rien. Là, elle sort rarement. Nicolas, suggestion pour vous. Oui. Quelle application que vous avez sur votre cellulaire que vous pourriez utiliser? Pour la nuit? Je pourrais enlever mon son, là. On pourrait enlever le son du cellulaire, Nicolas. OK? Bye! Déjà là, ça va être bien de quoi, hein? Elle va comprendre après quelques fois, écoute. Non. C'est déjà une très bonne première étape. Ouais, on commence en quelque part. Non, mais ça doit être inquiétant en plus. Le téléphone sonne, là. Ça doit être stressant tout le temps. Il ne redort plus. Puis elle le sait. Elle joue avec. Elle n'a rien à faire. Elle s'ennuie. Elle prend de la poudre, puis elle appelle son fils. On a un message ici. Oui. Ma fille de 10 ans est la confidente de son papa. Oui. Il est très instable dans ses relations amoureuses. Dernièrement, il a fréquenté 2 femmes en même temps. Oui. Il a même chicané la cocotte quand elle s'est trompée de nom. Il lui a même demandé de choisir laquelle il devrait choisir entre les deux. Elle a vécu un gros dilemme dans ses valeurs. Elle ne voulait plus le voir. Dernièrement, il est célibataire et ma fille a dit « Papa se cherche une nouvelle proie. » Ouais. Fait que la cocotte, là, on va essayer de mettre fin à ça le plus rapidement possible, madame. Et simplement, même conseil qu'en début d'émission. Alors, vous établissez un contact étroit avec votre fille, vous vous montrez très disponible pour elle, vous l'observez, essayez de voir qu'est-ce qu'elle aime faire comme activité. Et vous faites des choses avec elle. Vous êtes à son écoute et vous faites des choses avec elle. Êtes-vous capable d'être à son écoute, à l'écoute de la cocotte? Puis simplement de lui mentionner que la vie intime de son père, ça lui appartient. Elle n'a pas d'affaire à se mêler de ça. Tranquillement, gentiment, mais en ayant beaucoup d'écoute, si vous êtes capable, et des activités avec votre fille. Puis évidemment, la féliciter. Si elle va bien à l'école, si elle est intelligente, si elle est brillante, on la félicite pour ses beaux résultats, n'est-ce pas, José? Tout à fait. Femme, 32 ans, violentée, parentalité rabaissée, abandonnée. J'ai sauvé ma mère de la mort minimum une dizaine de fois. À 3 ans, j'étais capable d'appeler le 911, dire mon adresse et appeler mes grands-parents pour venir me chercher. Je faisais l'infirmière avec elle, j'étais sa psychologue, son esclave, sa mère, et j'étais devenue la maman de mon petit frère. Tentative de suicide tous les mois. C'est moi qui retrouvais toujours son corps et qui appelait les secours. Aucun jugement, aucune capacité de réfléchir, dépendante à l'alcool, drogue, TPL, en plus, être dépressive. Pourquoi vos grands-parents vous ont laissé là en passant? Madame, j'ai le regret de vous informer que vous n'avez pas sauvé votre mère 10 fois de la mort. Tout est possible, José, virtuellement impossible. Mais qu'est-ce que vous voulez dire? Vous croyez pas qu'elle tentait de se suicider tous les mois? Non, écoute, c'est toujours la même qu'elle trouve. 10 fois. OK, vous pensiez qu'elle faisait exprès de faire vivre ça à sa fille. Il y a des adultes, hommes et femmes, qui manipulent leur entourage avec des velléités suicidaires. Mais c'était quoi le bénéfice de faire ça à sa petite fille, là, toute petite? De faire prendre soin d'elle. Il y a des adultes qui n'en sont pas, José. Il y a des parents indignes. Il y a des parents criminels avec leurs enfants. Tout ça existe, malheureusement. Ça doit être assez dur de grandir sans être angoissé. On va vous dire de quoi, là, quand tu vis tout ça, là, ce qu'on vient de lire? On n'ose pas parler des vraies choses. Hein? On n'ose pas parler des vraies choses. Alors, en conclusion,
Si on comprend bien, s'il y en a qui sont inquiets présentement de voir qu'un de leurs enfants qui joue le rôle du petit mari ou de la petite femme, à retenir, d'être à l'écoute, comme vous avez dit, d'avoir des activités, de s'intéresser à l'enfant? Oui. Puis d'être raisonnablement affectueux. La mère avec sa fille, pas le père avec sa fille, la mère avec sa fille. Pour faire des activités avec son garçon. Oui. Puis une affection raisonnable, s'il vous plaît, si vous demandez à votre fils de dire « Dis à papa que tu l'aimes », non. OK? On ne demande pas ça au petit gars. Puis pas plus à la petite fille, là. Les réclamations de déclaration amoureuse, on va laisser faire. C'est ce qui complète notre émission. Merci, Benjamin. Merci, Doc. Passez une très belle journée, tout le monde. Merci beaucoup de votre confiance encore. À demain. Doc Mayou et José. Soyez là demain, 9h30, pour une autre édition du Doc Mayou et José. Au réseau Cogeco.